Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le bon MJ, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de jeu de rôle. J'ai découvert un jeu exceptionnel, alors il n'est pas du tout récent etc, c'est pas une sortie récente, c'est juste que c'est moi qui suis en retard. J'espère que certains d'entre vous sont en retard aussi. Il s'agit de Ironsorn, créé par Sean Tomkin. Je vérifie. Le livre est juste à côté de moi. Donc c'est un jeu de rôle mécaniquement assez proche des jeux Powered by the Apocalypse qui se passe dans un univers médiéval qui fait un petit peu penser au Moyen-Âge. Ça se passe dans les terres de fer. Ironsorn, en anglais, ça veut dire vœu de fer. Et donc en fait, on va jouer des personnages qui sont sur ces terres de fer, qui sont des terres assez peu accueillantes, qui peuvent faire penser au Groenland, etc. Enfin, des terres nordiques finalement. Il y a une ambiance un peu nordique. Et on joue donc des personnages qui vivent là, et on jure sur le fer d'accomplir des serments, etc. Et on va gagner l'expérience, etc. Donc là, vous dites peut-être que je vais vite dans le vif du sujet, mais on va revenir là-dessus après. C'était juste pour vous introduire le truc vite fait, parce qu'en fait, la première chose qu'il faut savoir, et qui est une des spécificités du jeu, et qui est incroyable, je ne pensais pas que ça me plairait, mais si, et je vous recommande même d'essayer, je vous dirai pourquoi à la fin de la vidéo, c'est qu'en fait, on peut jouer à Ironsorn en solo, en coop ou avec MJ. Si vous jouez à Ironsorn avec MJ, je vous fais pas un dessin, je pense que vous savez à peu près comment ça fonctionne. Et si vous jouez en coop ou même en solo, c'est-à-dire sans MJ, eh ben le jeu s'avère être exceptionnel. Alors, il y a des gens qui vont se dire il croit qu'il nous apprend des trucs, moi je fais du jeu de rôle solo depuis que je suis tout petit. Mais moi, je ne pensais pas que ça m'intéresserait. À la limite, le jeu en coop avec MJ tournant, etc., why not? Même en coop sans MJ, en vrai, je me dis, il y a un truc social et tout, je vais m'amuser. Le jeu de rôle en solo, je m'attendais pas à ce que ça me plaise autant. On en a parlé à plusieurs reprises, je savais qu'il y avait des gens qui adoraient faire ça et tout, mais je ne m'y étais pas essayé. Et en fait, en réalité, c'est une super expérience que je vous recommande d'essayer. Donc on reviendra un peu sur l'expérience solo à la fin de la vidéo. Dans cette vidéo-là, maintenant, on va présenter le jeu en le feuilletant sur mon ordinateur. Je l'ai en PDF, donc on va se le regarder en PDF. Je tiens à vous dire que j'ai prévu un format spécial. Je vais commencer les actual play, comme disent tout le monde en fait, comme dit tout le monde. Ça n'a pas vraiment de nom en français, pas que je sache en tout cas. Et ce sera donc des actual play solo sur Ironsorn, c'est-à-dire que je vais me filmer comme un idiot en train de faire un jeu de rôle en solo, dans mon intimité, dans ma sensibilité, dans mon imaginaire. Et vous allez pouvoir vous foutre de ma gueule sur internet. J'espère que vous serez là pour voir ça, ce sera top. Donc maintenant, je vais faire apparaître le livre Ironsorn, et on va se le feuilleter, je vais vous expliquer un peu comment on y joue, vous présenter le jeu, les concepts, etc. Alors, vous allez peut-être vous dire, c'est quoi ce jeu, ces explications sont pourries et tout. Accrochez-vous. C'est un peu difficile de présenter le jeu comme un jeu à la Alien ou j'en sais rien, parce que c'est un jeu qui repose principalement sur ses mécaniques. J'ai pas des tonnes d'illustrations à vous montrer et tout. Mais franchement, accrochez-vous et tentez l'expérience à la fin de la vidéo. Le jeu est gratuit, vous pouvez le trouver en français, gratuitement en PDF, et même en anglais, gratuitement, il me semble, en PDF. Il y a des extensions et tout sur DriveThruRPG. Franchement, c'est trop bien. Donc si vous êtes curieux, restez. La présentation va être un petit peu décousue, parce qu'on va surtout parler de mécanique, puis un peu plus de l'univers, pour revenir sur l'expérience solo. Et ensuite, je vous expliquerai vite fait ce que je veux faire pour l'actual play. Here we are! Ironsorn. Donc, un jeu du feu de Dieu. Je tiens à vous préciser que je suis fan, donc biaisé, qui ne l'est pas, après une lecture. Mais je suis biaisé parce que j'ai vraiment apprécié l'expérience, donc peut-être que certains défauts ne vont pas encore me sauter aux yeux. Donc, on va commencer la lecture en se mettant un peu en mode on découvre le jeu sans forcément déjà penser au solo. Je vais pas vous parler de comment fonctionne le jeu solo tout de suite, ça viendra après. Là, on va vraiment se concentrer juste sur la mécanique un petit peu du jeu et ce qu'il propose. Dans le jeu de rôle Ironsorn, vous incarnez un héros ayant juré d'entreprendre des quêtes périlleuses, se déroulant dans l'univers des terres de fer, un univers dark fantasy. Vous explorerez des terres vierges, vous mènerez des combats désespérés, forgerez des liens avec des communautés isolées, et vous mettrez au jour les secrets de ce rude territoire. Mais surtout, vous jurerez des vœux de fer, et ferez tout pour les réaliser à n'importe quel prix. C'est ça, le jeu. Je vous explique ensuite qu'il y a un mode guidé, un mode coopératif. Donc le mode guidé, c'est le mode avec MJ. Le mode coopératif, c'est le mode on est tous joueurs et il n'y a pas de MJ. Et un mode solo, je suis finalement tout seul. C'est un jeu Powered by the Apocalypse, dans le sens où c'est assez
c'est même très narratif. On va utiliser des moves pour réaliser les actions. Et la majorité du jeu se tient dans votre feuille de personnage et dans votre imagination. Vous n'allez pas avoir des bestiaires à rallonge, etc. Tout se passe avec les moves et en fonction des capacités de votre personnage. C'est assez différent mécaniquement d'un Powered by the Apocalypse un petit peu plus classique, genre Dungeon World, où vous jetez 2d6 plus cool. On va revenir sur la mécanique après. Si vous ne savez pas comment fonctionne un move ou une action en français dans un Powered by the Apocalypse, bah déjà je vous invite à aller voir les vidéos que j'avais faites sur Dungeon World, à savoir que Dungeon World c'est un jeu qui, même si sur le papier j'avais été vraiment excité en le lisant, que la découverte du Powered by the Apocalypse et tout, il y avait une sorte d'émulsion, etc. J'avais pas été convaincu en jeu, personnellement. C'est subjectif. Alors que Iron Sword, pour le coup, ça me convainc déjà beaucoup plus. Je trouve qu'il est mieux foutu. En tout cas, c'est peut-être juste que la thématique me plaît plus, j'en sais rien. C'est quand même assez différent de Dungeon World. Mais en gros, ça utilise les moves. Donc les moves, qu'est-ce que c'est? Donc les moves ou actions, c'est tout simplement les mécaniques du jeu qui vont se déclencher lorsque la narration va l'exiger. C'est vraiment ça la mécanique d'un move. Et ce qui est top, c'est que le jeu propose des schémas explicatifs très clairs pour savoir comment ça fonctionne et limite, après avoir vu ces schémas, vous comprenez mieux d'autres PBTA qui utilisent plus des mots que des images ou tout simplement des petits schémas. Et en fait, je trouve que c'est super. Donc, regardez. Déjà, on a une super photo. Alors, au niveau des illustrations, c'est des photos, je pense, peut-être pas libres de droit, mais le mec a pas pu se payer un illustrateur, il me semble. Mais je trouve que c'est quand même très beau. Moi, j'aime bien. J'aime bien la maquette, qui est très très aérée. Et là, on a une explication claire de comment fonctionne un move. Donc en fait, dans le jeu, vous racontez juste une histoire, tranquille. Je prends ma douche, je mets mes vêtements, je pars dans la rue pour aller au travail. Je visualise donc la situation actuelle et ce que fait mon personnage. Si pour l'instant rien ne se passe de fou, ben je vais essayer de réfléchir aux péripéties qui pourraient arriver, aux événements que je vais rencontrer, aux choses que je vais rencontrer, etc. Dans la majorité des jeux de rôle, c'est le MJ qui va me dire ça. Dans le jeu de rôle solo, ça fonctionne autrement. On va utiliser des oracles. On en reparlera après. Retenez le mot oracle, je vais pas mal l'utiliser. En fait, je vais vous l'expliquer tout de suite, c'est extrêmement simple. Un oracle, globalement, c'est un moyen de déterminer ce qui se passe dans l'histoire lorsque vous, en tant que maître du jeu ou joueur, en fonction de comment vous jouez, vous ne savez pas trop ce qui se passe. Donc, en général, ça va prendre la forme de table aléatoire, tout simplement. Mais on reviendra un petit peu dessus après. Donc, quand on dit consulter les oracles, en gros, ça veut dire quand vous n'avez pas d'idée de ce qui pourrait arriver dans la suite de l'histoire, utilisez les oracles pour générer un événement, un personnage, un lieu, quelque chose comme ça, un rebondissement. C'est ça, les oracles. Donc, soit je raconte ma vie, y a un truc cohérent, tant que c'est cohérent, bah, l'histoire avance tranquille, soit ben, je traverse la forêt que je n'avais jamais traversée auparavant, et au moment où je sors des broussailles, et que je vois enfin ce qui se tient de l'autre côté de la forêt, ben, je me dis, je vais pas l'inventer moi-même, je vais plutôt m'en remettre aux oracles, paf, je jette des dés, tac, les oracles me disent ce que je trouve de l'autre côté de la forêt. Et lorsque cette narration me mène à arriver à une situation où il y a un enjeu dans le canon esthétique d'Ironthorn, là je vais activer mon action, ou mon move. Ça veut dire que le jeu prévoit les situations spécifiques où vous devez jeter les dés. Vous ne jetez pas les dés à chaque fois que vous voulez faire un truc en mode « est-ce que j'y arrive? Oui, non ». C'est vraiment le jeu vous fait une proposition de jouer dans un monde dur, etc., qui met l'accent sur le voyage, sur le combat, sur tisser des liens avec des communautés, et sur faire des serments, des vœux. Et du coup, il y a une liste d'actions qui vont s'activer uniquement quand il y a de l'enjeu pour ce genre d'histoire. Et pour tout le reste, bah, on part du principe que vous réussissez automatiquement, ou peut-être que vous ratez si c'est plus cohérent, mais on ne jette pas les dés, sauf s'il y a un move qui correspond à une situation. Dans ce cas-là, on jette les dés. Donc, lorsque mon action ou la situation actuelle déclenche un move, je résous ce move. Donc on note bien qu'il y a le mot déclencheur. Si vous avez vu les vidéos sur Dungeon World, vous connaissez. Ce n'est pas réellement moi qui déclenche le move, c'est la narration. Et ensuite, il y a plusieurs possibilités quand il y a un move. C'est là que la mécanique entre en jeu, et le résultat, les conséquences de mon move, ça peut être un coup fort, donc ça c'est vraiment une bonne réussite, où j'ai réussi, vous avez le contrôle, je vais avoir des bénéfices intéressants. Coup faible, c'est je progresse, mais j'ai pas là le contrôle total de la situation. Peut-être une petite complication, c'est une demi-réussite. Et échec, j'échoue, et je dois payer le prix. Payer le prix qui est un move en soi. Dans tous les cas, je me pose la question, que se produit-il ensuite ?
qu'est-ce que mon personnage fait, quelles sont les conséquences dans la fiction, et je fais une boucle comme ça, fiction, move, etc., etc. On va avancer un petit peu plus vite maintenant. On va aller voir du côté des mécaniques. Comment ça se passe lorsque je fais un move? Eh bien, c'est assez particulier, ce n'est pas toujours pareil. Grosso modo, la plupart du temps, je vais faire un jet d'action. Comme vous le voyez, c'est 2d10 et un d6 que je jette tous en même temps. Mes 2d10 s'appellent des dés de défi, mon d6 s'appelle un dé d'action. Mon but, c'est avec le dé d'action, dépasser les 2 dés de défi. En sachant que si j'ai des bonus de caractéristiques ou liés à des atouts, donc les caractéristiques et les atouts, c'est ce qui définit mon personnage, il y a aussi des ressources qui le définissent, mais globalement, en fait, si j'ai des bonus, c'est à mon dé d'action que ça va s'appliquer. Donc mettons, j'essaye d'être discret, j'ai plus 2, bah je jette mon d6, je fais 5, j'ajoute 2, je fais 7, et ben avec mon 7, je vais espérer dépasser les 2 dés de défi, à savoir qu'il faut strictement les dépasser. Il ne faut pas faire un résultat supérieur ou égal, il faut faire un résultat supérieur. Donc ce qui est assez cool, c'est qu'on a des schémas très très simples qui nous expliquent ça. Donc là par exemple on a un exemple, j'ai fait 6, c'est supérieur à 4, donc j'ai validé une réussite, et 8 c'est inférieur à 8, donc j'ai un échec entre guillemets, et du coup ben, ça me fait un coup faible, comme vous le voyez en dessous. Si j'avais dépassé les 2 dés, ça aurait été un coup fort. Si je n'en dépasse qu'un, c'est un coup faible. Si je ne dépasse aucun des deux, c'est un échec. À savoir que quand il y a des égalités, vous le voyez aussi, et ben les égalités, ça va créer une opportunité ou un danger supplémentaire. En gros, ça va exacerber l'action, hein, grosso modo. Donc si c'était un coup fort, donc une réussite, et ben je vais tout simplement avoir une nouvelle opportunité supplémentaire. Peut-être que par exemple, j'ai essayé de me soigner juste avant, j'ai échoué. Du coup, dans la fiction, j'imagine que je trouve pas les plantes nécessaires pour me soigner, etc. Du coup, je me dis, bon, tant pis, je vais quand même aller de l'avant, je vais reprendre mon voyage. Et là, je sais pas, en jetant les dés pour savoir si mon voyage se passe bien, j'ai un coup fort avec égalité sur les dés de défi. Et ben non seulement mon voyage se passe bien, mais en plus j'ai une opportunité supplémentaire. Par exemple, je peux me dire, ah, apparemment, à 200 mètres devant moi, il y a des plantes comme celles que je recherchais quelques heures plus tôt, et je vais pouvoir réessayer de me soigner. Là où ça aurait été incohérent dans la fiction auparavant. Parce que, oui, notamment si vous jouez en solo ou en coop, il va falloir être de bonne foi avec vous-même et vous refuser à essayer la même action en boucle parce que ce n'est pas cohérent. Mais vous allez me dire, c'est un peu comme dans un jeu de rôle avec MJ. Et pour un échec, eh ben, ça va être une situation encore pire. Si j'avais simplement échoué, j'aurais pu, dans un combat par exemple, j'aurais pu imaginer la conséquence, c'est qu'on va briser mon bouclier, peut-être un peu pour temporiser, taper un peu dans mes ressources de provisions parce que j'ai pas, je me dis j'ai peut-être pas envie de perdre des points de vie tout de suite, je vais consulter les oracles pour savoir ce qui se passe, bref. Alors que si je fais un échec avec égalité, je pense que je me dis le mec explose mon bouclier plus me blesse quoi. Enfin dans ces cas-là, c'est la merde. Le MJ et les dés, bah voilà, si vous incarnez le MJ, vous pouvez vous concentrer sur la direction de la partie et laisser les PJ jeter les dés 10. Donc en tant que MJ, vous n'avez pas acheté les dés. Donc voilà, ça c'est la gestion de la majorité des actions. On va avancer encore un petit peu dans les mécaniques. Donc ensuite on arrive sur l'élan. L'élan, qu'est-ce que c'est? C'est une jauge qui va évoluer au fur et à mesure de la partie et qui va vous servir un peu de point de fortune, de point de destin, qui va vous permettre de surmonter des obstacles. En gros c'est très très simple. En faisant des moves, etc., vous allez gagner de l'élan. Vous pouvez aussi perdre de l'élan. Par exemple, quand vous devez perdre de la vie alors que vous êtes déjà à 0 en vie, potentiellement vous allez perdre de l'élan. Et en gros, cet élan, ce à quoi il sert, c'est à être brûlé. Votre élan commence à plus 2, vous en gagnez au fur et à mesure. Et à un moment donné, vous allez vouloir le brûler. Et le brûler, concrètement, ça va vous permettre d'annuler un dé de défi qui est inférieur à votre élan. Et si les 2 dés de défi sont inférieurs à votre élan, d'annuler les 2 dés de défi. Donc mettons, ici on a encore une fois un exemple parfaitement illustré. J'adore cette présentation. J'ai 6 d'élan, je jette mon D6, je fais 4. Et mes 2 D10 donnent 5 et 8. Normalement, c'est un échec total. Je me fais défoncer. En fait, comme mon élan est supérieur au D5, je peux supprimer le D5 et donc considérer que ça va être un coup faible plutôt qu'un échec. C'est aussi simple que ça. Si les 2 dés avaient été à 5, si les 2 dés 10 avaient été à 5 et que mon D6 était à 3, j'aurais pu annuler les 2 dés parce qu'ils étaient tous les deux inférieurs à mon élan et donc du coup réussir mon action. Une fois que j'ai brûlé mon élan, que je l'ai utilisé comme ça, je le réinitialise et il revient à plus 2. Plus 2, c'est ma valeur de réinitialisation par défaut de mon élan. Donc à chaque fois que je vais le brûler par défaut, il revient à plus 2. Et si je commence à avoir des handicaps, par exemple être blessé, encombré, corrompu, ce genre d'état un peu physique, ma valeur de réinitialisation
de mon élan va diminuer jusqu'à 0. Je crois que ça peut pas descendre en dessous de 0, la valeur de réinitialisation. Peut-être que certains d'entre vous pourront me détromper s'ils connaissent bien le jeu. Et aussi, mon maximum d'élan va diminuer. Lorsque j'ai un élan négatif, parce qu'on a dit on peut possiblement perdre de l'élan. Lorsque j'ai un élan négatif, ce que ça fait, c'est que déjà je vais avoir du mal à brouiller mon élan, tout simplement. Et puis surtout, si mon D6 donne un résultat égal à ma valeur négative d'élan, il est annulé. Donc là, l'image est plutôt claire. Hein. Si je jette un D4 et que j'ai moins 4 en élan, je ne prends pas mon D4, et donc il y a beaucoup de chances que je fasse un échec, sauf si j'ai beaucoup de bonus, puisqu'on le rappelle, les bonus s'accumulent avec le D6, le dé d'action. Donc voilà, grosso modo. Ensuite, autre mécanique, les jauges de progrès. Dans la plupart des cas, voilà, on résout le jeu avec les actions qu'on a vues au-dessus, et puis il y a certaines situations où on utilise des jauges de progrès. Alors, notamment quand on essaye d'entreprendre des voyages, lorsqu'on essaye de plonger dans la mêlée. Pendant les combats, il va y avoir une jauge de progrès du combat. Et lorsque on jure un vœu de fer, donc ça c'est la mécanique principale du jeu, on a une jauge de progrès pour savoir comment on avance dans notre quête. Et à chaque fois qu'on établit une nouvelle relation, un lien avec un personnage, eh bien, on va avancer dans notre jauge de progrès de lien. Qu'est-ce que ça signifie? On va se concentrer sur jurer un vœu de fer, entreprendre un voyage et plonger dans la mêlée, parce que les liens, c'est une exception. Donc quand je fais un combat, quand je voyage, quand j'ai une quête, tac, je fais une petite jauge de progrès à 10 cases. Il faut que j'avance dans ces jauges de progrès à 10 cases. Première chose que je vais faire, c'est de déterminer la difficulté de ma quête, de mon voyage ou de mon combat, en sachant qu'elle peut être pénible, dangereuse, redoutable, extrême ou épique. Ce rang de difficulté va influer sur la vitesse à laquelle je progresse dans ma tâche. À chaque fois que je pense avoir fait un pas pour avancer dans ma tâche, je vais cocher les cases de ma jauge de progrès. Et en fait, en fonction du rang, donc de la difficulté, je vais en cocher un plus ou moins grand nombre. C'est pas la difficulté qui augmente la taille de la jauge de progrès, c'est la vitesse à laquelle vous avancez dans la jauge. Et donc du coup, si la tâche que j'essaie d'entreprendre est pénible, par exemple que c'est un combat assez facile, à chaque fois que je vais infliger un point de dégâts à un de mes adversaires, enfin à mon adversaire, puisqu'on est dans du narratif, c'est assez abstrait, vous allez peut-être pas séparer les barres de progrès et tout, entre les différents ennemis, vous allez plutôt vous dire ce combat de manière générale il est difficile ou il est ceci, cela. Et bien si la tâche est pénible, à chaque fois que je vais faire un point de dégâts, je vais avancer de 3 cases complètes. Si c'est dangereux, je vais avancer de 2 cases complètes. Si c'est redoutable, je vais avancer d'une case complète. À chaque fois, vous remarquez que quand je dis case complète, c'est-à-dire qu'il y a 4 coches dans la case, pour qu'elle soit validée. Si c'est extrême, je vais mettre que 2 coches, c'est-à-dire qu'il va me falloir 2 points de dégâts pour remplir une case. Et si c'est épique, une coche, donc 4 points de dégâts pour remplir une case. Donc voilà, et c'est pareil pour les quêtes et pour les voyages. À chaque fois que j'atteins une étape de mon voyage, que je fais le move pour avancer dans les voyages, eh bien potentiellement je vais cocher des cases, et à chaque fois que j'avance dans ma quête, que je pense par exemple que j'ai trouvé une nouvelle information qui me fait avancer dans ma quête, que j'ai vaincu un ennemi qui me fait avancer dans ma quête, que j'ai amélioré mes relations avec quelqu'un, peut-être que le but de ma quête c'était d'améliorer mes relations, paf, je coche. Si c'était d'améliorer les défenses de mon village, si j'arrive à construire une palissade, paf, je coche, etc., etc. Et donc en fait, ça vous permet de jauger comme ça la difficulté. Si je dois amener l'anneau au Mordor, certainement que je vais choisir une difficulté épique, et que donc mon serment que je vais faire d'amener l'anneau au Mordor, il va être très très long à faire, parce que, vous l'aurez deviné, en fonction des difficultés que vous avez choisies, ça va augmenter le temps que vous allez prendre à faire cette tâche. Alors que si c'est retrouver la poule de Monsieur Seguin, et non pas la chèvre, eh ben elle est en train de courir partout là dans la basse-cour, je vais dire que c'est une tâche pénible, à la limite je vais chercher ses traces, tac, je réussis, je coche 3 cases dans cette quête, j'ai réussi, j'arrive dans l'étable et tout, j'ai repéré la poule, elle est en hauteur, je la poursuis pour essayer de l'attraper, j'y arrive, paf, je recoche 3 cases, maintenant il s'agit de la garder parce qu'elle s'agit cette petite poule et de la ramener à Monsieur Seguin. C'est n'importe quoi mon exemple. Et je fais des tests, paf, ça marche, et hop, je recoche 3 cases, et là, probablement que j'ai réussi à ramener la poule à Monsieur Seguin. Et donc une fois que vous arrivez à la fin d'une tâche comme ça, ce que vous allez faire, c'est une action de progrès, c'est-à-dire une action qui va terminer votre jauge de progrès et voir si vous avez vraiment réussi. Parce qu'en fait, le but n'est pas d'arriver à 10, c'est d'accumuler le plus de petites cases possibles, et au moment où dans la fiction il vous paraît logique que cette quête s'arrête, d'activer finalement votre action de progrès.
Ce qui signifie qu'il faut quand même bien jauger, parce que si vous voulez aller mener l'anneau au Mordor, et que vous mettez une difficulté épique, et qu'en fait, dans la manière dont vous racontez l'histoire, eh ben, en 30 minutes de jeu, vous avez fait 3-4 moves, vous vous dites, bah en fait, je suis déjà arrivé au Mordor, vous aurez sûrement rempli une seule case de votre jauge de progrès, et quand vous allez résoudre cette jauge de progrès, il y a peu de chances que vous ayez réussi votre quête. Donc gardez à l'esprit, jauge de progrès égale durée mixée de pénibilité. Et donc, lorsque vous arrivez à votre jet de progrès, bah en fait, votre jauge de progrès va tout simplement remplacer votre D6. C'est-à-dire que si j'ai sauvé la poule de Monsieur Seguin, et donc que j'ai 9 cases de cocher, je ne jette pas de D6, je jette juste mes 2 dés de défi. Et par exemple, si on prend l'exemple qu'il y avait à l'écran là, si j'avais fait 4 et 6, c'est inférieur à 9, parce que j'ai coché 9 cases, donc imaginez le D6 ça fait 9 entre guillemets, et ben je fais un coup fort. Donc j'ai parfaitement réussi ma quête. Si je fais un coup faible, je réussis pas parfaitement ma quête, donc je vais peut-être gagner moins d'XP, ou alors subir quelques conséquences si c'était un combat, ou alors si c'était un voyage, peut-être que je vais perdre du temps ou plein de provisions, un truc comme ça, j'en sais rien. Et si c'est un coup... et si c'est un échec, en fait, à la fin de ma quête, de mon voyage, de mon combat, là, très certainement, que je vais devoir recommencer ma quête, qu'elle s'est complexifiée, etc. Et donc que je vais devoir trouver de manière émergente une raison pour laquelle cette quête va être soit impossible à résoudre, soit beaucoup plus compliquée. Si c'était un voyage, que je fais la résolution et que s'il s'avère que c'est un échec, bah en fait je vais me rendre compte que j'ai fait fausse route depuis le début et que je suis pas du tout arrivé à l'endroit que j'avais prévu. Si c'est un combat, petite patate dans la tête, je suis pas bien. C'était un peu fastidieux, j'espère que vous aurez réussi à comprendre. Là, les dégâts, comme on l'a vu, c'est une manière de faire... C'est comme ça qu'on fait progresser, qu'on progresse en combat, sur notre barre de combat. Remarquez aussi que ici on a subir des dégâts, ça veut dire qu'en fonction de la difficulté pénible, redoutable, machin, c'est aussi la quantité de dégâts que vous allez vous prendre quand vous allez faire des échecs, etc. dans les moves de combat. Pareil pour le stress, si vous considérez que vous affrontez un ennemi monstrueux, etc., vous essayez de jauger dans votre tête, est-ce que c'est une situation pénible, dangereuse, redoutable, et paf, vous allez subir du stress. Comme je vous disais, il faut vraiment être de bonne foi avec vous-même si vous voulez que ce jeu soit cool, sinon ça ne sert à rien. Maintenant on a les atouts. Donc les atouts, en gros, c'est des trucs qui vont vous donner des bonus à certaines actions ou alors vous permettre de faire certains moves et tout. Typiquement, ça va être ce qui va définir votre personnage. Vous allez en choisir 3 au départ. Dans chaque atout, il y a plusieurs trucs à débloquer. Vous allez prendre 3 atouts et vous débloquez que le premier truc de chacun de ces 3 atouts. Et puis avec de l'XP que vous allez gagner en réalisant des vœux, vous allez pouvoir débloquer les autres ou débloquer des nouveaux atouts. Et typiquement, ça va être des bonus à des moves existants ou ça va vous permettre de faire des moves complètement différents. Ah oui, je peux vous montrer ça vite fait quand même, ça peut être sympatoche. Ok, donc là, vous voyez, ici on a des compagnons. À savoir que vous remarquez que vos compagnons ont une barre de vie, donc ils peuvent potentiellement mourir. Hop, ça c'est le verso. Ici on a encore des compagnons, et là on a des voix. Vous voyez, par exemple, vous pourriez être un bannière juré, vous pourriez être un blessé de guerre, une lame liée. Enfin, il y a des trucs super cool, qui sont vraiment dans la tonalité de Ironthorn. Vraiment, c'est trop bien. Surtout que sur internet, vous pouvez trouver plein d'autres atouts pour customiser votre jeu. Vous changez quelques mots là-dedans et paf, vous pouvez jouer dans un peu n'importe quel univers avec Ironthorn, avec un tout petit peu de bricolage. Et encore, bricoler c'est vraiment une option, puisque si vous maîtrisez l'anglais, en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de hacks et tout qui vous permettent de jouer. Franchement, c'est trop bien. Voilà, vous voyez, il y a quand même une paire d'atouts de base déjà traduits dans la version française, donc on peut déjà se faire une petite variété de personnages quand même. Avec des combinaisons de 3 atouts, ça laisse pas mal d'options. Ce que je trouve super cool, c'est que quand vous prenez des atouts, ensuite vous vous mettez à réfléchir à comment ils se combinent et qu'est-ce que ça fait comme histoire pour votre personnage, et à chaque fois, on se surprend à faire des trucs assez cool, je trouve, en fait. Donc voilà. Ensuite, il y a l'équipement, on s'en fout un petit peu, concrètement, dans le jeu. Il faut juste vous dire que quand vous êtes armé, vous allez faire 2 de dégâts en combat, alors que quand vous êtes pas armé, vous faites 1 dégât, grosso modo, c'est ça. En fait, votre équipement, il vous sert surtout à décrire la fiction, à vous inventer des difficultés, etc. C'est un élément narratif. Ensuite, vous avez vos liens, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, donc vous avez une barre de progrès de liens. Alors en fait, quand vous tissez un lien avec quelqu'un, vous notez juste sur votre feuille que vous avez tissé un lien avec cette personne, et vous aurez +1 à des actions lorsque vous allez essayer d'agir avec elle, en gros. C'est expliqué dans les moves. Mais en fait, au fur et à mesure de votre histoire, vous avez aussi une barre de progression, où vous allez mettre une coche
à chaque fois que vous avez un nouveau lien. Et en fait, quand vous allez vouloir terminer votre partie, et c'est ça que je trouve que c'est assez stylé, vous allez activer une action qui s'appelle rédiger votre épilogue. Et ça marquera la fin de votre campagne, et à ce moment-là, vous allez regarder votre barre, vous allez faire le jet de dés, ce sera votre jet de dés final, la tension va être au summum, vous allez jeter vos 2d10 comparé à votre barre de progression des liens, et ça va vous donner un peu comment se termine votre histoire. Est-ce que votre nom sera retenu? Est-ce qu'il sera porté pendant des générations? Ou est-ce que vous allez tomber dans l'oubli? C'est vraiment cool, moi j'aime beaucoup. On a à peu près fait le tour des règles, hein, au final. Tout simplement la feuille de personnage qu'on a ici. Donc vous voyez, ça c'est une feuille de personnage. Donc si vous avez votre jauge d'élan, à gauche, bon, vous avez votre nom, vos caractéristiques. C'est vrai que j'ai pas parlé de ça alors que c'est assez important, il y a 5 caractéristiques. Donc il y a la vigueur, c'est un peu l'agilité, entre guillemets, la vitesse. Le cœur, ça va être le social. Le fer, ça va être la force, le combat. L'ombre, enfin, cœur social, je suis allé un petit peu vite, c'est plutôt à la fois votre bravoure, votre empathie, etc. Parce qu'en fait, vous pouvez faire des actions sociales qui vont faire appel aux autres caractéristiques. L'ombre, ça va être votre discrétion, le mensonge, la fourberie, le bluff. Et l'astuce, ça va être votre expertise, votre sens de l'observation, etc. Et donc, de base, quand vous allez faire des actions, en général, vous allez lancer votre D6 du coup et additionner ça. Ici, on voit qu'on a notre barre de lien. Ici, on voit qu'on a un truc pour noter nos vœux et aussi noter la difficulté qu'on leur attribue et la progression. Ici, on a des états qu'on peut cocher, les états dont je vous parlais qui peuvent changer votre valeur de réinitialisation d'élan et votre maximum d'élan quand vous en subissez. Par exemple, là, il est blessé, donc sa valeur de réinitialisation est de 1 et son maximum d'élan est de 9. Aussi, on a tout simplement de la santé. Donc là, la santé va de 5 à 0, du stress qui va de 5 à 0 et des provisions qui vont de 5 à 0. Et en fait, quand vous allez payer les conséquences de vos actions, vous allez pouvoir perdre de la santé, du stress ou des provisions. Et quand vous allez arriver à 0 dans l'un de ces trucs, il va y avoir des actions spéciales et ça va commencer à chauffer pour vous. Par exemple, si j'arrive à 0 de santé et que je reprends un coup, il y a une action qui s'appelle subir des dégâts en gros. Ça va pas forcément me tuer, mais ça va peut-être me faire perdre de l'élan, etc. Tout ça, je vais pas tout vous détailler. Vous le verrez si vous jouez. Donc voilà pour la partie mécanique d'Ironthorn. Maintenant, on va passer un petit peu à l'univers de jeu, qui est un univers émergent, qui n'est pas fixé, etc. Et ensuite, je vous donnerai mon avis sur le jeu. Donc voilà ce qu'on va vous inviter à faire dans Ironthorn, c'est à découvrir un monde assez rude, dans une ambiance un peu viking, un peu difficile. C'est la proposition de base, mais en fait, vous pouvez tout à fait custom ça, hein, globalement. On va voir que c'est pas tout à fait facile à custom, mais vous pouvez le faire. En fait, vous pouvez utiliser Ironthorn pour n'importe quoi, à mon avis. Enfin, quasi n'importe quoi. Quasi n'importe quel jeu qui entrerait dans la catégorie médiévale, medfan, d'aventure. Donc si vous avez une petite carte des terres de fer, on vous invite à explorer, ça c'est la carte par défaut. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la map est divisée en 9 zones qui sont en fait plutôt des biomes que véritablement des territoires. Il n'y a pas vraiment de royaume, on vous dit pas il y a le seigneur machin, d'ailleurs il n'y a pas d'histoire, vous allez voir. C'est plutôt des biomes, avec des descripteurs qui vont vous aider à raconter votre histoire, à déterminer quel genre d'ennemis vous allez rencontrer, etc. en les visitant. Donc les biomes qui sont proposés, eh ben on a les îles barrières, donc c'est les petites îles qui sont tout en bas des terres de fer. Ensuite on a la côte déchirée, donc un endroit avec des fjords, etc., des rivages pierreux. Et sylves profondes, une forêt gigantesque, impénétrable, pleine couverte d'humus, de mousse et de mousse, avec une brume et tout, un peu mystérieuse, peut-être des créatures. Les terres inondées, donc une sorte de marécage en bord de mer, comme la plupart des marécages vous allez me dire, enfin pas trop loin de la mer quoi. Bref, ensuite on a les havres, c'est des sortes de collines vallonnées, peut-être l'endroit le plus accueillant des terres de fer. L'arrière-pays où là c'est des forêts, enfin c'est des collines encaissées un peu avec des petites ravines et tout, et couvertes de forêts et tout, moi ça me fait vachement penser Princess Mononoke, les collines des tempêtes. Donc là on avance, on monte en altitude, on dépasse les collines boisées pour arriver sur des collines plus décharnées, battues par les vents, où les forêts sont plus rares, où il fait froid et tout.
Montagne voilée, donc des pics rocheux un peu mystérieux et tout. Et le désert brisé, l'endroit le moins accueillant des terres de fer où il y a quasiment personne, juste disent un vaste champ d'écharpe de glace. Donc ça, c'est c'est un peu vos inspirations en termes de biome pour coller à l'ambiance Ironsworn, et vous pourriez très bien les changer. D'ailleurs, il y a des suppléments, enfin des trucs que vous pouvez trouver sur Drive-Thru, qui convertissent chacune de ces 9 régions en un autre style. On en a une pour l'Afrique, une pour les mythes nordiques, qui doit un peu ressembler, il faudrait que je regarde. On a une adaptation pour l'Amérique du Sud, et une adaptation pour le Japon un peu. Et vous allez retrouver les 9 régions. Et c'est super bien pensé parce qu'à chaque fois, la numérotation correspond. C'est-à-dire que si vous prenez l'extension Japon, le 1, ce sera les îles de je sais pas quoi, et le 2, ce sera la côte de machin truc, et vous serez peut-être même pas obligé de redessiner votre carte. Vous pourriez même garder la même carte, il y aura juste une description des biomes différentes qui collera plus à l'ambiance que vous recherchez en fait. Et ensuite, c'est là qu'on se rend compte, avec ce chapitre, qu'il n'y a pas vraiment un univers concret qui est proposé, qu'il y a beaucoup de choses qui sont laissées à votre jugement, c'est que vous allez déterminer des vérités. Les vérités des terres de fer, en gros, c'est les grands principes, les grands aspects de l'univers des terres de fer. Et je trouve que c'est exemplaire. J'adore ce truc. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal à l'expliquer, j'aimerais trop qu'il y ait ça dans plein d'autres jeux de rôle. Je vous explique. On vous dit que vous pouvez customiser l'univers, que vous aurez à peine à toucher aux règles, que toutes les options qui vous sont proposées ici vous proposent un univers qui à chaque fois va être différent, mais que le jeu va continuer de fonctionner. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est cool. Donc les vérités des terres de fer, c'est-à-dire ce qui existe dans les terres de fer à coup sûr, c'est le Vieux Monde. Donc le Vieux Monde, c'est un continent qui a été fui par son peuple, sûrement qu'il y a eu une catastrophe, et là on vous donne 3 options de catastrophe, et vous pouvez trouver d'autres catastrophes si vous le voulez, vous customisez votre univers. Les gens ont fui le Vieux Monde, et se sont pointés sur les terres de fer, et s'y sont installés. Ensuite, on a le fer. Donc, qu'est-ce que le fer? Vu qu'il a une forte valeur symbolique, il faut déterminer un peu quelque chose. Est-ce que c'est juste un métal rare? Est-ce que c'est un truc magique? Ensuite, on va avoir les héritages. Est-ce qu'il y avait déjà des gens qui vivaient sur les terres de fer ou non? Les communautés, c'est à quoi ressemble un peu entre guillemets, la civilisation des terres de fer, les communautés, tout simplement. Le nom l'indique. Les meneurs, comment on dirige dans les terres de fer? Est-ce que c'est des conseils, des jarls et tout? Les défenses, militairement, c'est comment les terres de fer? Le mysticisme, comment perçoit-on la magie? La religion, comment perçoit-on les dieux? Est-ce qu'on pense qu'ils existent? Les premiers-nés, est-ce que les elfes, les géants et tout ça, ça existe vraiment? Comment on perçoit ça? Les bêtes, les horreurs, bref, vous aurez compris, ça c'est les grands thèmes de l'univers. À savoir que, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que on est dans ça c'est un peu le truc Powered by the Apocalypse, on est dans de l'émergence. Donc ça veut dire que c'est pas parce que vous dites quelque chose là-dedans, que vous choisissez une de ces options, qu'elle est forcément vraie. Vous pouvez vous laisser la surprise, et pendant votre narration, d'un seul coup vous dire même si j'avais choisi que, je sais pas, tous les cercles sont dirigés par un jarl, pour les meneurs, dans ce village spécifique, ce sera pas pareil. Ça, c'est un peu la règle générale. Dans ce village spécifique, ce sera un grand prêtre qui dirige, par exemple. Pour le mysticisme, c'est pareil. Peut-être que vous vous êtes dit que les gens ne croient pas trop en la magie, etc., que c'est plus des sortes de contes et légendes, mais qu'en fait, ça c'était la perception des gens. En fait, la magie existe réellement et qu'à un moment de votre partie, elle va se révéler au grand jour. Ou inverse, plot twist, les gens croient qu'il y a de la magie et tout, et à un moment donné, paf, il y a une fusée qui arrive, il y a Elon Musk qui sort et qui fait Magic doesn't exist, et plante le drapeau des États-Unis sur la planète. Vous pouvez cartographier et tout. Ensuite, vous avez une sorte de bestiaire, et vous allez voir que le bestiaire, en fait, il y a 0 stats. Donc en fait, en soi, c'est un peu optionnel, ça vous donne plus des idées. Le bestiaire, ça va être, je sais pas, des brisés. Donc les brisés, c'est des gens qui vivaient sur les terres de fer depuis longtemps. Et en fait, la seule stat qu'ils ont concrètement, c'est leur rang, c'est le rang de combat que vous allez leur attribuer. C'est pour la barre de progrès dont on a parlé avant. Derrière, c'est que des descripteurs qui vont vous permettre de les interpréter et de leur faire faire finalement des choses cohérentes dans la fiction auxquelles vous allez devoir réagir, etc. Donc voilà un petit peu, il y a toute une liste de bestiaires. Voilà un peu pour l'univers. Là on arrive aux oracles. Donc ça peut servir quel que soit votre mode de jeu. Que vous ayez un MJ, que vous ayez pas de MJ, que vous soyez à plusieurs ou en solo. Ce qu'il faut retenir, c'est que grosso modo, et c'est vraiment cool, les oracles collent très bien à l'ambiance des terres de fer. C'est là où je mettrais la limite à la capacité d'utiliser ce jeu pour faire tout et n'importe quoi. Je dirais que non, parce que si vous pouvez changer quelques mots dans les moves et tout, et adapter le truc, les oracles, ils sont quand même inspirés, grosso modo, pour un univers qui ressemble aux terres de fer. Même si, en fait, il y a une grande liberté d'interprétation dans les oracles, parce que vous allez voir que c'est des tables aléatoires assez light et
qui sont plus là pour stimuler votre imagination, elles sont quand même un petit peu orientées, notamment pour les listes de noms, par exemple. Les listes de noms, c'est des noms nordiques et tout, enfin, qui sonnent nordiques. Mais en vrai, avec un tout petit peu de bricolage, vous passez au-delà. En plus des oracles, vous pouvez en trouver partout sur Internet et tout. Donc pour rappel, les oracles, grosso modo, c'est des moyens de déterminer ce qui se passe quand vous n'avez pas d'idée vous-même, que vous savez pas ce qui, de manière cohérente, devrait se produire dans la fiction. Par exemple, vous ouvrez un coffre, plutôt que de vous dire il va y avoir des milliards de pièces d'or, je vais être riche et j'arrête mon aventure, vous allez vous dire qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre, et vous allez consulter les oracles. C'est aussi simple que ça. Vous avez plusieurs options pour utiliser les oracles, je vais vous montrer, comme ça vous comprendrez mieux. C'est vraiment le cœur du jeu de rôle solo, finalement, enfin, le cœur. C'est ce qui vous permet de faire du jeu de rôle solo, finalement, les oracles. Donc on va se pencher un peu dessus. Donc il y a un move qui s'appelle consulter l'oracle, tout simplement. Eh bien, lorsque vous cherchez, alors il y a des petites coquilles dans la version française, mais franchement ça va, ça se lit très bien. Lorsque vous cherchez à répondre à une question, à découvrir des détails sur le monde, à déterminer comment les autres personnages répondent, ou à déclencher des confrontations et des événements, vous pouvez tirer une conclusion, c'est ce qu'on disait, décider d'une réponse en vous basant sur le résultat le plus intéressant et ou évident. C'est-à-dire, si je demande l'heure à quelqu'un, il y a quand même beaucoup de chances qu'il me donne l'heure et qu'il me tape pas, ou alors qu'il se transforme pas en un monstre. Je vais peut-être pas consulter les oracles pour savoir est-ce qu'il me donne l'heure. Enfin bon, peut-être que dans cet univers ce serait plus complexe vu qu'il n'y a pas de montre, quoique peut-être, je sais pas, bref, je me perds. Ensuite, vous pouvez poser une question dont la réponse est oui ou non. Par exemple, est-ce que les gardes sont endormis quand j'approche du village? Oui ou non? Et là, je vais poser tout simplement des pourcentages de chance. C'est aussi bête que ça. Par exemple, improbable que les gardes dorment. Il est encore tôt dans la soirée, ils sont relativement professionnels, et donc, pour que la réponse soit oui, il faut que, en jetant un D100, je fasse 76 ou plus. Si par exemple, est-ce que les gardes dorment oui ou non, alors que c'est des gardes autour d'un camp militaire en campagne qui ont marché toute la journée depuis 2 semaines parce que c'est une armée en mouvement, il y a plus de chances que le garde se soit endormi déjà. Et donc du coup, on va peut-être faire un 50-50, voire même c'est peut-être même probable s'ils ont été à marche forcée toute la journée. J'en sais rien. Vous pouvez faire la même chose avec 2 options. Par exemple, vous dire, est-ce que les gardes, justement, ont été à marche forcée aujourd'hui, ou est-ce que ça fait plusieurs jours qu'ils sont là et qu'ils se reposent? Et ben, vous allez dire, par exemple, marche forcée, il y a 50% de chances qu'ils étaient en marche forcée, ou 50% de chances qu'ils se reposent depuis plusieurs jours. Comme ça vous permet de déterminer s'ils sont fatigués, et ensuite enchaîner potentiellement sur un oracle, où vous essayez de savoir s'ils dorment oui ou non. Vous avez compris? Et puis le dernier truc, c'est trouver une idée. Faites un tour de table pour trouver de nouvelles idées, ou utiliser une incitation au hasard, ce qui nous renvoie à nos oracles, le principal outil pour jouer en coop ou en solo. Et donc voilà, on a pas mal d'oracles. Donc on a des oracles pour, à chaque fois c'est des D100, on a des oracles pour des actions. Par exemple, ça peut vous permettre de générer une courte phrase pour par exemple créer une mission, un truc comme ça. Ou alors tout simplement vous croisez un PNJ sur la route et vous vous dites qu'est-ce qu'il est en train de faire, et paf, vous jetez un truc là-dedans et hop, vous voyez qu'il est en train de, je sais pas, persévérer. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Si j'ai pas d'inspi, je peux tirer un autre truc, mais moi je pense que persévérer, ça pourrait être par exemple qu'il essaye éperdument de soulever sa charrette pour remettre la roue, mais il est tout seul et il galère, par exemple. Si je veux plus de trucs, je peux avoir un thème, par exemple, pour créer un twist, ou pour, je sais pas, mettons, pour une action, j'ai tiré trouver. Donc ce PNJ, il cherche à trouver quelque chose, ou il a trouvé quelque chose, je jette dans les thèmes, je sais pas, innocence. Et peut-être que ce mec a découvert que la personne que j'étais en train de tacrer dans ma quête est en réalité innocente. Il va peut-être pouvoir me l'apprendre, j'en sais rien, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. Peut-être que plutôt on va prendre abri, le mec cherche un abri, le mec que je croise sur la route. Voilà. Ensuite il y a région, donc ça peut vous aider à par exemple déterminer l'origine de quelqu'un que vous croisez, ou d'un objet que vous trouvez, ou alors déterminer tout simplement votre position de départ au début de votre aventure si vous voulez générer un peu aléatoirement tout ça. Ensuite, des lieux, donc ça c'est sur quoi je tombe après ce virage, ou alors qu'est-ce qui se trouve sur ma route pour atteindre telle destination. Eaux côtières, donc là c'est des lieux plus liés à la mer finalement. Description de lieu, là c'est pour rajouter un petit descripteur, par exemple je peux tirer une vallée qui est, je sais pas moi, corrompue, ou alors défendu, ou alors exposé, j'en sais rien. Ensuite on a des noms de villages, donc ça donne pas toujours des super noms, les trucs de noms de village, on va pas se le cacher. Mais vous avez un générateur de noms de village. Ensuite vous avez des troubles de village, ça c'est très très bien pour vous créer des quêtes rapidement. Vous arrivez dans un village, les gens veulent vous demander un service, vous savez pas trop ce qu'ils vont vous demander, tac, vous jetez un dé pour savoir quel est le trouble du village. Rôle de personnage, pareil. Pour des PNJ, objectifs de personnage, pareil, ça peut aussi vous aider
à trouver l'inspiration pour des vœux importants et personnels qui viennent de vous plutôt que de votre environnement. À savoir que dans le jeu, en général, il va vous falloir un vœu déclencheur, c'est un peu un jeu, un appel à l'aventure, et peut-être un vœu pas trop compliqué pour commencer votre histoire, potentiellement. Et souvent, on vous recommande de choisir un vœu d'antécédent, c'est genre vraiment votre big vœu que vous allez prendre à un niveau extrême ou épique et qui va guider la campagne. Vous n'êtes pas obligé de prendre de déclencheur ni d'antécédent, enfin il vous en faut au moins un quand même. Vous n'êtes pas obligé de prendre les deux dès le début, vous pouvez le déterminer au fur et à mesure. Ensuite vous avez des descripteurs de personnages pour mettre du détail, des noms pour les gens des peuples de fer, des noms elfiques, d'autres noms donc pour les géants, les varous, donc c'est des sortes de garous hein, concrètement, les trolls, des actions de combat si vous ne savez pas ce que fait votre ennemi pendant le combat, que vous devez le déterminer aléatoirement, contre-coup mystique, rebondissement majeur, bref, vous avez blinde d'oracles. Donc voilà, on a fait le tour du bouquin. Je suis vraiment allé dans le détail, j'espère que ça vous a intéressé. Maintenant, je vais vous parler de l'expérience solo, de ce que je pense du jeu et tout. Et franchement, je suis amoureux. Donc voilà, vous l'aurez compris, je suis complètement fasciné par le jeu solo. Je me suis surpris à aimer ça, mais vraiment du fond du cœur. Ce que j'adore, c'est déjà que moi le thème un peu, l'ambiance dark et tout, c'est un truc qui me plaît de base. Mais en fait, ce que j'aime surtout, c'est cette découverte du jeu solo et à quel point en fait je trouve que Ironthorn marche très bien en jeu solo. C'est-à-dire qu'en fait moi je devais tester le jeu solo depuis un moment et puis finalement du jeu solo vous pouvez en faire avec n'importe quel jeu de rôle. Vous pouvez en faire avec n'importe quel jeu de rôle. Alors il y en a peut-être quand même qui se prêtent plus ou moins bien à ça. Tant que vous avez des oracles en fait et un peu d'imagination, un papier et un crayon, tac, vous pouvez vous lancer quoi. Mais Ironthorn, pour moi, il est vraiment conçu pour ça. Et en plus potentiellement sur du jeu sur le long terme, pas pour une petite expérience rapide et tout. Il est assez crunchy quand même, il est assez complet. Il y a quand même 36 moves, donc ça en fait pas un jeu simple, surtout que moi j'ai rapidement ajouté Delve, qui est une extension qui vous permet de faire, entre guillemets, du dungeon crawling, mais c'est pas vraiment ça, c'est plutôt du side crawling, c'est-à-dire créer des lieux et les explorer et tout, qui vous permet aussi de mettre des fronts, comme un peu dans Dungeon World, enfin dans les PBTA en général, qui donne d'autres moyens de gagner de l'XP, qui vous permettent de trouver des artefacts, qui rajoutent finalement pas mal de règles supplémentaires qui permettent de compléter l'expérience. Puis j'ai trouvé des trucs à droite à gauche que j'ai trouvé cool. Enfin, pour moi en fait le jeu c'est une boîte à outils de ouf pour jouer dans les univers que j'aime bien, c'est-à-dire du médiéval, fantasy, mais plus dans le folklore que dans l'héroïque, de la magie partout et tout. C'est le thème mon thème de prédilection un peu, même si j'aime bien aussi l'héroïque fantasy et tout. Et donc c'est vraiment cool. Et l'expérience solo en fait c'est avéré ouf. Je vous dirais que ce que j'ai adoré dans l'expérience solo c'est le fait, tout simplement déjà, que vous faites une expérience ultra personnelle. Ça m'a changé un petit peu de paradigme en tête. C'est-à-dire que moi, un des trucs qui me fait plaisir quand je fais du jeu de rôle avec d'autres gens, c'est notamment de voir que les autres s'amusent en fait. C'est d'essayer d'amuser la galerie, c'est un peu mon comportement de base. Et donc en tant que MJ, je suis un peu plus animateur. J'aime bien essayer de bien partager la parole, essayer de faire en sorte que tout le monde s'amuse plutôt que de raconter mon histoire ou ce genre de choses. Et dans le jeu de rôle solo, je retrouve plus cette possibilité de me plonger dans mon propre imaginaire et de me surprendre tout seul en fait. C'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que je croyais pas trop dans cette capacité à se surprendre seul et tout, et à vraiment avoir l'impression, avoir un peu de synesthésie, avoir l'impression de vivre l'aventure. Je pensais que ce serait juste une sorte de guide pour écrire une histoire avec un crayon quoi. Mais en fait, après avoir pris un petit peu de temps pour rentrer dans le truc, si par exemple pendant mettons une petite heure vous vous mettez en condition, vous relisez un peu votre personnage, vous réfléchissez un peu à ce qui s'est passé la dernière fois, ou alors si c'est votre première partie, vous faites une sorte de session 0 et tout, vous commencez à entrer un petit peu dans un état de flow, je sais pas si vous connaissez un peu l'état de flow, et du coup vous arrivez un peu, je sais pas comment dire, à faire abstraction de ce qui vous entoure, à faire abstraction des stimulations tentantes de faire des trucs de sociabilité finalement, c'est-à-dire que ça peut être assez tentant d'aller sur le Discord pour parler de jeux de rôle avec d'autres gens. Ça peut être, quand je joue à un jeu vidéo solo, c'est la même chose. Quand je joue à un jeu vidéo solo, ça peut être très rapidement tentant de me dire, vas-y, j'arrête, et je vais rejoindre mes potes sur tel jeu multi. Parce que voilà, il faut un petit temps pour se retrouver seul avec soi-même dans le truc. Et après, une fois que vous êtes dans ce flow, mais là, c'est, enfin, je sais pas, c'est difficile à décrire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des champis? Absolument pas. Franchement, c'est une expérience ultra intéressante.
Et c'est pour ça que je veux faire l'actual play, donc l'actual play solo. Alors ça va être un peu différent, je vais me faire mes parties à moi tout seul, j'ai commencé à faire des parties en coop, là je multiplie les expériences Ironsworn, donc je vais avoir mes trucs à moi, mais j'ai aussi envie de faire une sorte d'actual play pour vous montrer comment ça se joue, j'espère que ça va vous plaire. Donc ça va être moi qui vais me filmer, ça va pas être ultra visuel, ça va être, je vais essayer de compter ça de manière intéressante, et puis on va se plonger dans le truc quoi. A priori je vais pas le faire en direct pour justement pouvoir faire un petit peu plus de montage pour essayer de rendre ça suffisamment dynamique pour être bien suivi. Ça va être vraiment du micro-montage, c'est-à-dire que quand je suis en train de réfléchir ou quand je fais je vais l'enlever pour essayer que l'histoire avance à peu près bien. J'ai déjà tourné la vidéo de session 0 hier dans la nuit, erreur fatale. Trop tard c'est tourné, c'est monté, le son est pas ouf, elle va bientôt sortir, et puis derrière, j'essaierai de tourner en plein jour pour pouvoir parler de vive voix parce qu'en chuchotant le son est pourrave. Donc c'est déjà en marche, c'est déjà en marche. J'espère que ça vous plaira. J'espère que Ironsworn, ça va vous intéresser. Sachez que c'est gratuit, je le rappelle. Vous tapez Ironsworn VF, paf, vous le trouvez. Hein. Et j'espère que vous laisserez tenter par le jeu de rôle solo. Franchement, ça en vaut le coup. J'ai même envie d'ajouter un truc, c'est que c'est un bon moyen de s'améliorer, que vous soyez joueur ou MJ, pour des parties de jeu de rôle ultérieures. C'est-à-dire que en tant que MJ, ça va vous aider à improviser, tout simplement, parce que vous allez utiliser les oracles, vous allez en permanence être challengé, ça demande beaucoup d'imagination. Et vous pouvez moins vous reposer sur les autres, vous devez vous tourner vers vous-même et trouver des réponses. C'est pas exactement le même exercice qu'une partie de jeu de rôle, mais ça va vous faire travailler. Ça vous aide aussi, je trouve, à réfléchir un petit peu à qu'est-ce qui est vraiment important dans une histoire, mais ça, globalement, le PBTA... ça peut aider. Quel est ce qui est important pour mon esthétique? Qu'est-ce qui est intéressant de raconter? Ça va vous aider à narrer une histoire cool. À chaque fois qu'il y a des rebondissements, par exemple, si les oracles vous font à chaque fois des nouveaux combats, vous allez devoir improviser pour rendre ça un peu cohérent et stylé. Et que ça fasse quand même une bonne histoire sans que ça fasse une succession de combats comme on pourrait en trouver des successions de combats pas très intéressantes dans du jeu de rôle classique. Donc ça peut vous aider comme ça à construire une histoire. Et en tant que joueur, c'est pas mal aussi parce que ça vous permet de vous focaliser sur votre personnage, ce qui est plus compliqué quand on joue à plusieurs, parce que quand on joue à plusieurs, le but c'est pas que chacun fasse un roman et soit le personnage principal de l'histoire. Là, vous pouvez vous mettre personnage principal de l'histoire, ça permet d'évacuer peut-être un peu la frustration que vous pourriez avoir, d'être un peu moins au cœur de l'attention quand vous jouez à plusieurs. Et puis aussi, ça va vous aider comme ça à réfléchir en termes d'arc narratif, en termes d'évolution de personnage, et je pense que une fois que vous aurez testé un peu ce truc, de voir comment un personnage peut évoluer en solo, ce sera plus simple de communiquer avec votre MJ et d'essayer justement de lui donner des outils pour que vos personnages dans des campagnes et tout évoluent. Enfin bref, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre du jeu de rôle solo, je n'arrive plus à m'arrêter de parler, je commence à avoir la bouche toute sèche là, donc je vais m'arrêter. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, en commentaire à nous dire si vous avez déjà fait de jeu de rôle solo, si ça vous tente, si vous trouvez que c'est pour les nuls, si vous trouvez que c'est pour les gens super ouf ou très nuls, enfin à chaque fois, n'hésitez pas à nuancer vos propos en fait. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager. J'espère que vous allez me suivre sur l'actual play, même si ça risque d'être un peu rugueux au départ, un peu rude, et que vous allez m'aider à l'améliorer justement au fur et à mesure, parce que voilà, c'est un nouveau format un peu bizarre. Je vous dis merci de m'avoir suivi jusqu'ici, et à très bientôt sur le Bungie.